Relation vivant-non vivant. Les exigences abiotiques du vivant. L'optimum vital d'une espèce. Ce sont des conditions de milieu qui vont permettre à l'espèce de se développer avec une dépense minimale d'énergie. Cet optimum vital est toujours encadré par des zones de tolérance en dehors desquelles les conditions deviennent létales, qui provoquent la mort. Les fonctions essentielles d'un organisme, ou plus simplement ses activités, la nutrition, respiration, reproduction, déplacement, nécessitent des conditions particulières. L'optimum vital désigne les valeurs d'une caractéristique abiotique pour lesquelles l'organisme réalise ses fonctions essentielles avec la plus faible dépense d'énergie. Il s'agit en quelque sorte d'une situation de confort. L'effectif maximal de la population sera donc atteint à l'optimum vital. À titre d'exemple, l'optimum vital de la truite Salmotruta fario se situe entre 7 et 17 degrés pour la température. L'optimum vital de l'escargot, Helix sp, est compris entre 78 et 87% pour l'humidité relative de l'air. L'effectif d'une espèce en fonction d'un facteur abiotique. Trois cas de figure se présentent. Les valeurs du facteur abiotique considérées sont incompatibles avec le maintien de l'espèce, l'espèce est absente. Compatible avec le maintien de l'espèce, mais dans des conditions difficiles, l'intensité du facteur abiotique est tolérée. Optimal pour le maintien de l'espèce, l'effectif est maximal. Le degré d'exigence d'une espèce. Les espèces n'ont pas toutes le même degré d'exigence envers un facteur du milieu, ce qui va conditionner l'aire de répartition de ces espèces. Plus l'exigence sera forte, plus faible sera l'aire de répartition. Donc on a les espèces sténoéciques, donc exigeantes pour un facteur, et les espèces eurioéciques, moins exigeantes pour un facteur. Selon les espèces, les fourchettes de tolérance et d'optimum vital sont plus ou moins larges. Le gradient va d'une relative indifférence vis-à-vis du facteur abiotique considéré jusqu'à une exigence stricte. Ainsi, le bouleau pubescent, Betula pubescens, exige un sol acide alors que le bouleau verruqueux, Betula pendula, est indifférent au pH du sol. Le flea est un poisson plat, indifférent à la salinité de l'eau. Sa reproduction est possible dans des eaux allant de 10 g par litre à 38 g par litre. Le maquereau, quant à lui, est un poisson exclusivement marin. La salinité optimale permettant sa reproduction est comprise entre 37 et 38 g par litre. Les exigences abiotiques principales de quelques arbres. La principale exigence abiotique du hêtre est la présence d'humidité dans l'air. Cependant, le plus souvent, les végétaux ont au moins deux exigences écologiques. Ainsi, le pin sylvestre réclame à la fois de l'humidité et de la lumière. Le sapin exige de l'ombre et de l'humidité. Les différentes espèces de chênes se distinguent par des besoins différents en sécheresse du sol et en humidité de l'air. Les espèces indicatrices. Pour qu'une espèce puisse donner des indications sur un facteur abiotique du milieu, elle devra obligatoirement avoir de fortes exigences pour ce facteur. Les végétaux et les animaux fixés ou peu mobiles, invertébrés, ne peuvent pas s'échapper devant une contrainte abiotique défavorable. La présence d'une telle espèce en un lieu donné n'est donc jamais due au hasard. Elle traduit au contraire l'adéquation idéale entre les contraintes abiotiques du milieu et les caractéristiques biologiques de l'organisme. Un être vivant peut donc servir d'indicateur de caractéristiques abiotiques. Plus l'espèce sera sensible, plus l'indicateur sera fiable. Le lierre, Hedera helix, qui est indifférent à la nature du sol et aux conditions climatiques, ne pourra pas servir d'indicateur. Par contre, la fougère osmonde royale est exigeante. Sa présence trahit un sol acide et humide en milieu ombragé. La larve aquatique de l'insecte éphéméroptère Ecdionurus indique une eau bien oxygénée de très bonne qualité. Donc l'Ecdionurus est une larve aquatique indicatrice d'eau pure et oxygénée. Et l'osmonde royal, donc on a dit sol acide égorgé d'eau. Les adaptations des végétaux. Adaptation des végétaux aux températures. Donc forme du végétal, par exemple les conifères nains de Sibérie. Les rythmes saisonniers, espèces caduques, donc qui perdent leurs feuilles, et les espèces annuelles, l'espèce se conserve sous forme de graines. Le thermopériodisme, c'est l'action des températures sur le développement de l'espèce. La croissance, c'est un critère mesurable avec une augmentation du taille. Le développement, modification interne qui permettent d'acquérir des fonctions nouvelles.
Chez de nombreux végétaux, pour que les bourgeons redémarrent, une période de froid, en moyenne 50 jours, est nécessaire pour éviter un redémarrage trop précoce dans l'année. Donc en mars, on a le lever. En été, la croissance est mise en réserve. Et l'hiver, induction florale avec le froid. Par exemple, c'était pour le cycle d'une plante biannuelle, comme la betterave. Le thermopériodisme peut avoir une influence sur les plantes annuelles dont le cycle est à cheval sur 2 années civiles. L'adaptation des végétaux à l'eau. Les plantes de milieu désertique, donc cactus, ont des feuilles réduites à de simples épines. L'intérêt, c'est que ça limite au maximum la transpiration. Le système racinaire est très développé pour aller chercher de l'eau. La mise en réserve de l'eau dans la tige et la photosynthèse a lieu dans la tige. L'Oya, les plantes de milieu humide donc, ont un polymorphisme foliaire, plusieurs formes de feuilles. Par exemple, la sagittaire, les feuilles immergées fines pour éviter la prise au courant et des feuilles de surface flottantes, larges et plates, et des feuilles aériennes en forme de lance. Par exemple, la lentille d'eau, c'est une plante sans point d'accroche, elle est complètement libre. La valisnerie, la fleur est portée sur un dispositif à ressort qui varie selon la hauteur de l'eau afin de faciliter la rencontre entre la fleur mâle et la fleur femelle et donc la fécondation. Les palétuviers dans les mangroves qui disposent de racines échasses. L'adaptation des végétaux à la lumière. L'action sur la forme du végétal, donc il se déplace vers la lumière. Le phototropisme, attirance des plantes vers la lumière. Donc selon la luminosité, on a des plantes héliophiles et des plantes cyaphile. Donc l'action de la lumière sur le développement de la plante, le photopériodisme, c'est l'action de la durée du jour, par exemple avec la chrysanthème. Il fleurit lorsque la durée du jour passe en dessous d'un certain seuil, 11 heures de luminosité. La chrysanthème est une plante de jour, donc. De la même manière, il existe des plantes qui fleurissent lorsque la durée du jour passe au-dessus d'un certain seuil, les plantes de jour long, et les plantes indifférentes qui fleurissent quelle que soit la durée du jour. Il leur faut quand même un minimum de lumière pour la photosynthèse. L'action du vent sur les végétaux, action sur la forme, l'anémomorphisme, l'augmentation du dessèchement de la plante, la dissémination des graines, la pollinisation, les anémophiles se disséminent par le vent. L'action du sol sur les plantes, ça influe sur la répartition des plantes. Les sols calcicoles qui aiment le calcaire, par exemple l'orchidée. Les sols acidophiles, donc qui aiment l'acidité, par exemple les pins, l'iris fétide, le rhododendron. Et les sols nitrophiles, donc qui aiment le nitrate, les orties. Action sur la répartition. Donc on a les plantes calcicoles, donc calcaire, les plantes acidophiles, acides, les plantes nitrophiles avec le nitrate. La principale caractéristique du sol qui influence la végétation, donc c'est le pH, la nature de la roche-mère, la profondeur du sol, la structure, la texture, la porosité, la richesse. L'action en relation climat sur les animaux. Donc la réaction de la température sur les animaux, ça a une action sur la reproduction. Donc le thermopériodisme, quand la température extérieure agit sur la période de reproduction, avec une action sur les rythmes de vie. Les époques de reproduction, donc au moment de l'éclosion ou de la naissance, les conditions abiotiques doivent offrir au nouveau-né les meilleures conditions de survie. L'époque de la reproduction tient compte de cet impératif. Chez la majorité des vertébrés, c'est la photopériode, la durée quotidienne du jour et de la nuit, qui dicte l'époque de l'accouplement. Donc par exemple, pour le cerf, ça va être en été. Pour la truite, ça va être printemps. Et pour la mouette, ça va être en hiver.
Donc il y a l'accouplement, puis la mise bas ou l'éclosion. La migration, en autre action en relation avec le climat. Donc l'origine c'est la glaciation, hein, la recherche de ressources alimentaires, la recherche de meilleures températures et un brassage génétique. Donc les animaux les plus mobiles, comme les oiseaux, échappent aux contraintes de la mauvaise saison en effectuant de longs déplacements entre une résidence d'hiver et une d'été. Cette stratégie, appelée migration, se distingue des simples déplacements par leur caractère périodique et par la permanence des trajets empruntés. La grande majorité des espèces observées en France sont migratrices. Donc on a le site d'hivernage et le site de nidification. On a la migration prénuptiale ou la migration de printemps et la migration postnuptiale ou la migration d'automne. La vie ralentie, donc les animaux hétérothermes dont la température corporelle varie en fonction de la température externe. Les animaux hétérothermes, invertébrés, poissons, amphibiens et reptiles, sont ceux qui ne savent pas maintenir leur température interne constante. Il est préférable de dire hétérotherme plutôt qu'à sang froid. En plein soleil, la température du sang du lézard dépasse les 40 degrés. Est-il à sang froid? Lorsque les températures extérieures se rapprochent des limites de tolérance, l'animal cherche un abri et ralentit son activité biologique au maximum. Son état s'apparente alors à un coma qui durera tant que les conditions climatiques sont défavorables. On qualifie cet état de vie ralentie. Un papillon de nuit Géométridé, Minoa murinata, surpris en hiver à l'abri des intempéries sous un pot de fleurs retourné, par exemple. L'hibernation, les animaux qui rentrent en vie ralentie pour passer la mauvaise saison, donc longue période de sommeil, baisse de la température corporelle et du rythme cardiaque. Les animaux homéothermes, oiseaux et mammifères, maintiennent constante leur température interne. Malgré une grosse dépense énergétique, cette particularité est un avantage. L'homéothermie permet en effet d'élargir l'optimum vital de température. Cependant, par manque de nourriture, certains de ces animaux sont contraints d'hiverner ou de se déplacer. Le but de l'hibernation est d'échapper à la mauvaise saison. À l'abri des intempéries dans un nid ou un terrier, l'animal réduit ses activités biologiques au strict minimum. Ainsi, les hibernants amènent leur température interne à quelques degrés au-dessus de zéro et réussissent à réduire leur rythme cardiaque à quelques battements par seconde. En état de léthargie, l'animal hibernant est incapable de se nourrir. Cela lui impose d'accumuler avant l'hiver d'importantes réserves de graisse. La chauve-souris, la marmotte, le hérisson, le loir, le laireau et le muscardin sont de vrais hibernants. Chez l'ours, le blaireau et le castor, le sommeil hibernal consiste en un ralentissement irrégulier de l'activité. Ils ne baissent leur température interne que de quelques degrés et rentrent en état de somnolence plutôt qu'en léthargie. Ils restent d'ailleurs capables de réagir et sortent volontiers de leur gîte. On les qualifie de faux hibernants. La marmotte est un vrai hibernant. À partir de la fin de l'été, elle passe son temps à se nourrir afin d'accumuler le maximum de réserves lipidiques. Le sommeil hivernal dure de mi-octobre à mi-avril. La photo de droite montre la patte avant d'une marmotte, à la fois râteau et pelle. Les pattes permettent de creuser le terrier qui sert d'abri en été mais aussi durant le sommeil hivernal. Petite patte. Et les traces de blaireau sur la neige viennent confirmer la légèreté du sommeil de ce faux hibernant. Les actions de la lumière sur les animaux. Action sur le rythme de vie, action sur la pigmentation, le photopériodisme, influence de la lumière sur la période de reproduction, l'action sur la fixation du calcium par la vitamine D produite au soleil par la peau, l'action de l'eau sur les animaux. L'eau est le constituant principal des animaux. L'eau a une action sur la répartition des animaux, par exemple les amphibiens pour la respiration, les mammifères marins pour leurs membres, les animaux de milieu sec comme les dromadaires capables de stocker de l'eau sous forme de graisse, le fennec. Les notions d'habitat et de niche écologique. L'habitat, donc c'est le lieu de vie d'une espèce animale ou végétale, lui permettant de répondre à 3 exigences fondamentales: se nourrir, se reproduire et s'abriter. Plus l'espèce est exigeante, plus l'habitat sera rare. Et la niche écologique,
La niche écologique d'une espèce et le rôle et la place que tient cette espèce dans son habitat. Deux espèces différentes ont forcément des niches écologiques différentes. Les critères qui permettent de déterminer une niche écologique sont nombreux et souvent non exhaustifs.